bienvenue dans l'entretien qui reçoit ce dimanche le professeur Roger Gbeyonvi pour revenir un peu sur ces derniers développements de l'actualité, une actualité plutôt importante au chapitre politique par rapport évidemment à ces images qui ont été vues, à ces sons qui ont été entendus lors du vernissage de l'exposition des trésors royaux, exposition qui est actuellement en cours. Bienvenue donc à tous. Professeur, bonjour. Bonjour, madame. Un plaisir pour moi de vous retrouver. Heureux de votre invitation. Si je peux rendre service, je suis disposé. Voilà, on va donc y aller sans tout autre protocole. Professeur, vous le savez, l'exposition des 26 trésors royaux restitués par la France a démarré depuis le dimanche dernier. Des milliers de visiteurs ont déjà pris part à cette exposition diptyque. En tant qu'amateur de l'art, comment vous, de votre position, vous appréciez cette révélation du patrimoine culturel béninois? J'avais très mal apprécié la chose au départ, au point de dire que, mais enfin, pourquoi la France nous renvoie ces trésors? Nous pouvons continuer à produire des œuvres d'art. Bon, mais puisqu'elle nous les envoie, nous les prenons. Et puisque nous les prenons, n'oublions pas de continuer à produire des œuvres d'art. Or, il me semble, d'après ce que j'ai vu à la télé, qu'il n'y en a pas eu que pour les œuvres que la France a bien voulu nous retourner, mais qu'il y en a eu également pour des arts nouveaux. Et vous me permettez tout de suite de faire observer qu'à cette occasion, il y a eu la présence du président Soglo. Oui, l'ancien président Soglo. Ce n'était pas évident, vu la tension qu'il y avait entre les deux présidents, l'ancien et le nouveau. Ce n'était pas évident, vu que l'ancien président de la République a quand même son fils aîné en condamnation. Ce n'était pas évident parce que lorsqu'on l'a invité, je crois, le président Soglo, pour aller accueillir ses œuvres qui lui appartiennent en tant qu'il est Abomeyien, fils d'Abomey, il n'a pas daigné se présenter. Alors j'ai été très heureux de le voir là au vernissage et il me semble que quelque chose se trame, quelque chose de bien se trame pour le pays. Les journalistes, vos collègues, n'écrivent pas que des mensonges. J'ai lu très rapidement que le chef de l'État, le président Patrice Talon, s'était rendu discrètement chez le président Soglo, certainement pour négocier sa présence à ce vernissage. Et si c'est vrai, je pense que c'est vrai, c'est un très bon signe. Quelque chose s'est mis en route à propos donc de ces objets, de ces trésors d'Abomey. Et il est bon qu'on ne s'arrête pas là, qu'on ne s'arrête pas à Patrice Talon et à Nicéphore Soglo. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Je crois que le président Boulia n'y était pas. Je crois qu'il n'était pas au vernissage. Et ça ne me surprend pas. C'est le contraire qui m'aurait surpris. Parce que les gens des collines ne se sentent pas concernés par Abomey. C'est des œuvres républicaines. Les hommes n'ont plus forcément c'est vous qui le origine. dites. C'est vous qui le dites. C'est d'ailleurs ce que l'on veut pour ces trésors qui sont exposés. C'est vous qui le dites, c'est moi qui le pense. Mais l'histoire, notre histoire est telle que l'histoire du Dahomey devenu Bénin est telle que Abomey semble avoir fait contre lui l'unanimité. Alors dans les collines, on ne s'est certainement pas senti concerné. Mais maintenant que la France, parce que ce n'était pas évident non plus que la France nous rétrocédât ces objets d'art. Et d'ailleurs, pour pouvoir nous les rétrocéder, j'ai observé que la France a changé de langage. Le jour où le président Talon était à Paris, où il est resté 2 jours avec plein de discours avec Macron, j'ai tenu à écouter RFI. Et qu'est-ce que j'ai entendu une fois? Les objets pillés ou volés à Abomey. J'ai dit quoi? C'est curieux ça. Ce ne sont plus des trophées de guerre, c'est des objets volés, pillés dans le palais d'Abomey. J'ai réécouté, parce que je me suis dit, le journaliste a pu se tromper, et si s'est trompé, son poste va
va y rester. Non. Donc la France a dû changer de langage. Ces objets ne sont plus des trophées de guerre, sinon la France ne peut pas nous les rétrocéder. Il est temps que nous-mêmes, au Dahomey devenu Bénin, nous changions de langage pour faire l'unité de ce pays à partir de ces objets qui nous ont été rétrocédés. Alors, ces objets auront servi à quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? L'un des trônes d'Abomey est toujours sur 4 crânes. Il se dit que c'est des gens des collines. Ces 4 crânes ne sont plus des trophées de guerre, parce que la guerre esclavagiste est terminée depuis longtemps. Et donc, ce sont des prisonniers de guerre. Les prisonniers de guerre ne restent pas prisonniers de guerre à la fin de la guerre. Ils ne restent pas prisonniers éternellement. Il est temps. Et ce que je vous dis là est grave. C'est de l'utopie. Mais l'utopie, c'est ce qui n'a pas de lieu encore. Dès qu'on aura mis la chose en place, il ne sera plus question d'utopie. Il était utopique de penser que la France nous rétrocéderait ces objets-là. Ce n'est plus une utopie désormais. Alors, il est utopique aujourd'hui de penser que les Aboméens, nous y avons travaillé. J'y ai travaillé avec Arnaud Zouglele et avec d'autres. Nous avons lamentablement échoué. Il est temps que vous rendiez à leurs propriétaires que vous connaissez ces crânes, devenus non plus des trophées de guerre, mais des prisonniers de guerre. À Révier, pardon, je corrige, ce n'est pas Révier, c'est Révet, dans la région du Grand Popo, il y a le Vaudon Possou Gaou ou Gaou Possou. Ce sont 2 généraux du roi d'Abomey envoyés pour étudier les lieux pour une prochaine guerre de conquête esclavagiste. Ils ont été découverts, on les a enterrés vivants. Les Aboméens nous ont répondu, mais Guignonvie et consorts, là, ça c'est la preuve de notre gloire, les 4 têtes. Ah bon, encore aujourd'hui? Et les gens de Révier et de Grand Popo, là, les rois nous ont répondu, mais non, ce vaudou-là, c'est le signe de notre vengeance contre Abomey. Alors nous en sommes encore à parler de gloire et de vengeance après la fin des guerres esclavagistes. Alors ces objets nous ont permis d'entamer une espèce de réconciliation. Il faut qu'on puisse continuer. Et ainsi, ma foi, ces objets d'art prendront encore beaucoup plus de valeur qu'ils n'en ont, parce que c'est eux qui nous ont permis ce premier pas de Soglo vers Talon, ce premier pas de Talon vers Soglo, et l'accolade qu'ils se sont donnés sur place, je crois qu'ils se le sont déjà donnés à la maison, c'est tant que le président Soglo a reçu la visite du président Talon. Ça, c'est une bonne chose. J'ai commencé à croire que ces objets pouvaient nous apporter quelque chose à partir du moment où j'ai vu le président Soglo et que j'ai vu le président Talon aller l'embrasser. Alors là, je me suis dit, mais alors là, ces objets sont beaucoup plus beaux que je ne pensais. Sinon, esthétiquement parlant, je pense que la France a fait beaucoup de travail avant de nous les remettre, c'est-à-dire qu'ils n'étaient certainement plus dans cet état, j'allais dire, joli. Mais nous avons fait beaucoup de travail aussi. Et si je ne m'y suis pas encore rendu au palais de la présidence pour les voir, c'est que j'attends tranquillement chez moi parce que j'entends dire, je ne sais pas si c'est vrai, je ne vais pas vous donner des informations qui sont fausses, j'entends dire qu'après la présidence à Cotonou, ce sera le fort portugais à Ouida. Alors, Guignonvie se dit, d'accord, puisqu'ils vont m'apporter... Vous restez tranquillement chez vous et puis les hommes viendront vers vous. Puisqu'ils vont m'apporter ça à la maison, je les attends. Je vous rassure, c'est une vraie... L'information, elle est vraie. Effectivement, après les 3 mois, et le projet prévoit que ces œuvres puissent se rendre dans les différents musées, mais d'abord, elles iront au musée... qui est en réflexion. Qui est en réflexion, oui. À Ouida, pardon. Donc vous avez raison, enfin j'ai raison de ne pas courir à Cotonou, sauf pour vous rencontrer. Peut-être la curiosité va vous y amener. Alors on y a vu au vernissage le samedi dernier l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou, qui est d'ailleurs rentré au bercail avec le chef de l'État Patrice Talon, l'ancien Premier ministre qui a été un ancien adversaire également de Patrice Talon. Il est rentré simplement avec le chef de l'État. Peut-on dire que
la culture est ce genre d'événement qui, plus ou moins, réconcilie la classe politique? La culture peut réconcilier la classe politique, ce n'est pas évident. Mais il faut dire que Lionel Zissou n'est pas n'importe qui. Si nous avons un musée d'art contemporain à Ouida, dans la maison à Diavon, qui elle-même, cette maison, est un objet d'art, c'est grâce à Lionel Zissou. Une belle exposition permanente qui change de temps en temps, une belle bibliothèque, librairie aussi, c'est grâce à lui. Donc c'est un homme qui aime l'art. Non seulement c'est un homme qui aime l'art, sa fille Marie-Cécile est dans l'art. Et je crois que ces objets d'art, au commencement, la rétrocession de ces objets d'art, au commencement était quelque part Lionel Zissou. Au commencement, il était le chef de l'État, pas de problème, mais Lionel Zissou était en France et il a été le premier, si mes souvenirs sont bons, à se faire prêter par la France, je ne sais trop quel fauteuil, quel trône du roi Bianzin, qui a été exposé à Cotonou. Il se l'est fait prêter contre je ne sais trop quel remboursement, si jamais il y avait des dommages. Donc, au commencement, il était Lionel Zissou, et je pense que le chef de l'État, qui, permettez-moi de le dire ici, qui a les idées bien en place, a dû se dire, bon, on a des choses à reprocher à Lionel Zissou, mais quand même, on ne va pas nous priver d'être présent au vernissage de ses œuvres, après qu'il a participé activement à leur retour. Je pense que c'était une bonne chose. On a entendu dire, M. Béhenry, on a entendu M. Lionel dire qu'au Bénin, par exemple, il y a une tradition de dialogue quand on se réfère évidemment à tout ce à quoi on a assisté après les élections. Et au Bénin, il y a une tradition de dialogue et quand elle se défait, il faut la renouveler, même si cela passe par des événements qui dépassent la politique. N'est-ce pas simplement là une leçon politique dont il faut s'inspirer pour peut-être oublier les vieilles cartes de rancune politique? Oui, mais il n'a pas mon âge, Lionel Zissou. Je suis son grand frère de beaucoup. Et donc je connais l'histoire de mon pays mieux que lui. Je vais avoir 76 ans dans 3 mois. Et je peux vous dire que dès l'âge de 20 ans, je me suis intéressé aux choses de ce pays. Et je n'ai jamais vu ce pays aller vers l'effondrement. Et pourtant, Dieu sait si on se bat verbalement, si on se dispute verbalement. Je vais vous raconter l'histoire vraie d'un ambassadeur de France, M. Adjadj, je crois que c'est son nom, qu'on appelait Premier ministre à la fin de la Révolution. Marxiste-léniniste, le pays était à terre. Alors que nous avions rompu la relation diplomatique avec la France pendant 1 an, les Maliens ne sont pas les seuls, nous avons dû faire appel à la France pour que la France nous soutienne dans les institutions internationales, pour que nous puissions avoir un peu d'argent pour payer les fonctionnaires. Et donc, M. Adjadj, ambassadeur pendant 4 ans, jouait, j'allais dire, les commissionnaires entre l'ambassade et le palais de la République. Il était tout le temps chez Kérékou, donc ce qui a fait qu'on l'a appelé le gouverneur ou le Premier ministre. Il va partir vers la fin de la Révolution, ou plutôt de la transition. Et il rend visite aux différents corps. Et il arrive à la cour, pas à la haute cour de justice, la cour suprême, où j'avais un ami frère. Discours, etc. Les journalistes s'en vont. Et il pose la question, est-ce que tous les journalistes sont sortis? On lui a dit, oui, ils sont tous partis. Bon, maintenant, nous allons causer. Et il leur dit, je quitte votre pays sans le connaître. Ah bon? 4 ans. Après avoir joué les intermédiaires entre la France et le Bénin, je quitte votre pays sans le... Au début, je pensais le connaître. Parce que ça se disputait partout, etc. Et je disais, ça y est. Ils vont se tirer dessus dans quelques instants. Et puis non. Les gens qui étaient en rogne les uns contre les autres, je les vois subitement se serrer la main
Ah bon? C'est bizarre. Et que ça s'est produit plusieurs fois. Et que c'est ça qui vient encore de se produire à l'occasion de cette fin précipitée de la révolution marxiste-léniniste. Et il conclut, un Français, probablement rationaliste, on dirait qu'il y a dans votre pays un génie qui, au dernier moment, déjoue les situations conflictuelles et oblige tout le monde à s'entendre. Mais je pense que Lionel Zinsou a raison. Il y a dans ce pays comme une tradition. Le français a déjà dit comme un génie. C'est la même chose. Et quand vous entendez ces propos également, ceux du chef de l'État qui, interrogé sur justement cette présidence de l'ancien Premier ministre, disait que Lionel Zinsou n'a été que son compétiteur, qu'en politique, il n'y a pas d'adversité éternelle. N'est-ce pas peut-être des expressions qui rassurent qu'il y a effectivement une intention et que l'intention là, elle est pérenne? Mais oui, mais quand Lionel Zinsou est monté à bord de l'avion du chef de l'État à Bruxelles. Ah bon? Le chef de l'État va le laisser tomber à Paris ou bien il vient à Cotonou avec, parce que tout se sait maintenant en temps réel, sur les réseaux, enfin pas les réseaux sociaux, sur le net. Bon, ils sont arrivés à Cotonou, ensemble. Ah, je me suis dit, attention. C'est ensuite que j'ai appris que le chef de l'État lui a téléphoné, je suis à Bruxelles, et tu viens me voir, on va faire ci, on va faire ça. Mais ça, c'est le Bénin. Comment voulez-vous qu'on fasse autrement? Quand moi je suis né, on n'était pas 1 million de Daouéens, ça j'en suis sûr. Maintenant, nous sommes environ 12 millions. Le pays est en chantier. Pour la première fois de mon existence. Ce qui fausse peut-être un peu mon jugement. Je n'ai jamais rêvé mon pays, le Dahomey, le Bénin, en chantier. Un pays en chantier, c'est pour l'Europe et c'est pour l'Amérique du Nord. Nous, non, un président vient, il passe 5 ans, il passe 10 ans, il passe 28 ans, mais il répare la tuyauterie. On a eu des présidents qui réparaient la tuyauterie. La maison est là, en train de tomber en ruine, il répare la tuyauterie, il s'en va, il revient. C'est la première fois qu'on ne se contente pas d'être plombier, mais d'être vraiment bâtisseur. Le pays est en chantier, je n'ai jamais rêvé de ça. Alors, le pays est en chantier. Lionel Zinsou, qui peut beaucoup, est à Paris, il faut qu'il vienne. Et moi, je suis content qu'il soit revenu. Enfin, je ne sais pas s'il est revenu, je suis content qu'il ait été présent au vernissage. Mais s'il a été présent au vernissage, aux côtés du chef de l'État, après avoir voyagé avec le chef de l'État, c'est que quelque part, quelque chose de très bien s'est passé. Et moi, du haut de mon vieillage, je ne peux que m'en réjouir pour mes enfants et mes petits-enfants. Vous vous en réjouissez, mais l'opposition radicale, elle, ne voit pas de bon œil. Pour elle, ces événements ou ces images qu'on a vues au vernissage constituent un non-événement. Vous avez certainement entendu l'ancien ministre Komine Koutié dire que M. Zinsou est simplement un ovni, un objet volant non identifié par rapport à sa position au sein de l'opposition. Vous avez dit opposition radicale, et vous avez dit Komine Koutié. D'abord, je me suis demandé au nom de quoi Radio France Internationale ouvre ses micros à Komine Koutié. Komine Koutié représente quoi? Il est quand même l'un des leaders de l'opposition. Ah bon, il est leader de l'opposition. Bon, mais j'ai le sentiment, et même la certitude, que le ministre Komine Koutié n'a pas le bon discours, n'a pas la bonne méthode. Mais je le comprends. L'exil, madame, tenez-vous le pour dit par Roger Béonville, l'exil est pire que la prison. Lorsque vous entrez en prison, ce n'est pas la joie. Mais vous savez qu'un jour, vous en sortirez. Et vous êtes dans votre pays. Et vos parents peuvent vous rendre visite, vous apporter à manger, etc. Mais quand vous êtes en exil, vous partez avec combien de personnes? Vous n'emmenez personne avec vous. Et vous croyez, parce que c'est ce que croyait l'opposition radicale qui est partie, en se disant de toute façon, Patrice Talon en a pour 3 mois, 6 mois, nous allons revenir prendre nos affaires en main.
lorsque ça dure et que ça a l'air de ne pas pouvoir s'arrêter, eh bien, l'exil devient un tourment. Et je comprends que Kwame Coutier soit aujourd'hui un homme tourmenté. Qu'est-ce qui m'arrive? Mes parents sont loin de moi. S'il a réussi à faire venir sa femme et 2 ou 3 de ses enfants, c'est beaucoup. Donc, c'est un homme désespéré. Mais quand on est désespéré, il faut chercher à retrouver l'espoir et non à prendre la tête de je ne sais quelle opposition radicale. Non, il a eu tort de parler comme il a parlé. Il est temps qu'il mette de l'eau dans son opposition à lui, dans sa radicalité à lui, parce que nous avons besoin de lui au Bénin. Il a des comptes à nous rendre. Mais qu'est-ce qu'on leur demande à tous ces gens-là? Ce qu'on vous demande à vous, Madame, constamment. Oui, je crois qu'on nous demande de faire attention, de rendre compte. Cette émission des dimanches ce matin n'est pas votre propriété, Madame. Donc, ne faites pas venir n'importe qui raconter n'importe quoi. Je suis sûr qu'on vous demande de rendre compte et de faire très attention. A fortiori, on vous confie la ville de Cotonou. On vous confie les caisses de l'État, Kwame Coutier. On vous confie la ville de Cotonou, le fils à Soglo. On vous demande de rendre compte. Au lieu de rendre compte dignement et dans l'honneur, vous prenez l'avion, vous partez et vous dites que vous êtes des hommes libres en exil et que nous, 12 millions de Béninois, nous sommes les prisonniers d'un dictateur. Mais non, ils ont tort, qu'ils soient de l'opposition radicale ou molle, ils ont tort. Patrice Talon n'est pas un dictateur. Je le dis en mon âme et conscience, c'est un homme de vision, c'est un bâtisseur et je suis heureux de finir mon existence humaine sous cet homme-là, un homme de grand espoir. Bon, je ne finirai pas tout de suite. Lui et moi, on se verra, je crois, dans 4 ans. Donc, pour vous, ce n'est pas un non-événement. Mais je vous dis que lorsque j'ai vu les grands, parce que d'abord, les réseaux sociaux, je les aime bien à 80%, mais je les hais à 95%, mais 5% de ce qu'ils disent, c'est lui. Et puis avec les images à l'appui, maintenant, oui, c'est bien Lionel Sissou qui monte à bord de l'avion à Bruxelles avec le chef de l'État. Immédiatement, je reçois un coup de téléphone de Bordeaux, où habite mon meilleur ami, qui me dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Ben, je lui dis, mais je viens de l'apprendre comme toi. Où est le problème? Il dit, non, mais non, c'est quoi ça? Lionel Sissou ne doit pas. Je dis, c'est un événement, et même un événement grave au sens latin du terme, c'est-à-dire lourd. Ce n'est pas grave au sens moral, c'est un événement lourd. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Où est-ce qu'ils se sont rencontrés? C'est ensuite qu'on apprend que on suit l'invitation du chef de l'État. Ah non. Mais celui qui dit que c'est un non-événement, si c'est Kwame Coutier qui le dit, qu'il me pardonne. Il est un homme aujourd'hui tourmenté. L'exil qu'il avait cru 3 mois, 6 mois, dure longtemps, trop longtemps. J'allais dire, je prie pour que ça s'arrête assez vite pour lui. Il y a des choses à faire pour que ça s'arrête. Parce que ceux qui sont en exil, la balle est dans leur camp. La balle est dans leur camp. C'est à eux de faire quelque chose, de faire un pas vers les institutions de ce pays pour que quelque chose en leur direction se fasse. Et puisque c'est un entretien, je considère que nous sommes chez moi, dans mon salon, et qu'il y a une bière, chacun a sa bouteille de bière. Je regrette infiniment que Léadi Soglo ait raté l'occasion de sa vie de se montrer grand. L'occasion de sa vie de se montrer grand, ce n'est pas en fuyant, en exil, mais c'est à la mort de maman. J'aurais été à sa place. Je ne dis pas n'importe quoi. Sachant ce que maman a été pour lui. Papa n'était pas toujours d'accord avec maman. Je crois que c'est maman qui lui a donné le parti. Je crois que c'est maman qui lui a donné la mairie. Les mamans sont comme ça. Bon, tout pour leur fils bien-aimé. Lorsque maman est décédée, je m'attendais à ce que Léadi saute dans le premier avion
après avoir fait prévenir le chef de l'État, je viens enterrer ma mère. De grâce, vous me laissez enterrer maman. Après, je me présenterai et vous me mettrez la menotte. Vous mettrez la menotte. Il aurait été très grand. Un enfant qui vient enterrer sa mère, les Béninois sont sensibles à ça. Et peut-être que tout le monde aurait dit au chef de l'État, bon, il faut... D'accord, il a été condamné, il nous doit des choses, mais quand même, ce geste-là grandit. Et peut-être que les autres, j'allais dire, se laissant entraîner par ce grand geste, auraient dit, mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant, nous, en direction du pays, pour que le pays nous fasse signe. Je crois que la balle est dans leur camp. Et je regrette que Léa Souglo ait raté l'occasion d'envoyer un signal. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait avec son adversaire et même avec son ennemi? On finit toujours par discuter, par mettre la balle à terre. Dans toutes les familles du Bénin, dans toutes les collectivités, il y a quelqu'un qui finit par dire, bon, écoutez, on s'est assez battu, suffisamment de gens sont morts, parce que nous pouvons faire mourir les gens par... On va discuter, mais c'est ce qu'on fait. Et Lionel Zessou, aux côtés du chef de l'État, le président Soglo, aux côtés du chef de l'État, vous oubliez, ma chère dame, parce que nous en avons parlé ensemble la première fois que vous m'avez reçu, vous oubliez Pascal Tawes. Faisait-il partie de l'opposition radicale ou non? Je ne sais pas. En tout cas, il faisait partie de l'opposition et lui et Pascal Tawes, le colonel, et le ministre Komi Kouché, bon, étaient de temps en temps ensemble à New York pour taper dur sur le pays. Quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a dit? Constatant qu'en rond, à l'extérieur, on nous intoxique. Et il est très facile d'intoxiquer quelqu'un qui est déjà tourmenté. Mais tu sais, le pays est dans un très mauvais état. Vous avez raison d'être ici, attendez. C'est ça l'opposition radicale. Mais l'opposition radicale est dans le déni. Qu'est-ce que j'allais vous dire encore? Lorsque le président Boumediene est allé saluer son ami Talon à la présidence, à sa sortie, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas reconnu la présidence de la République, là où il a pratiquement vécu et en tout cas travaillé pendant 10 ans. Lui, celui dont j'ai dit qu'il a une grande vision, que c'est un bâtisseur, bon, il ne se voyait pas vivre dans cette espèce de débarras. Parce que la présidence de la République, par rapport à ce qu'elle était et à ce qu'elle est devenue, là où moi-même j'ai été au Conseil des ministres pendant 11 mois, c'était un débarras, mais je ne le savais pas. Vous ne pouvez savoir que votre maison est un débarras que lorsque quelqu'un vient, votre fils par exemple, et dit « Maman, c'est quoi ça ?» Non, 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 non. Pendant 3 mois, nous allons travailler et tu vas vivre dans le Kajibi là-bas, on va refaire la maison. Ah bon, ma maison est à refaire, c'est votre fils venu des États-Unis qui vous le fait découvrir. Que vous découvrez que oui, vous viviez dans un débarras sans le savoir. Donc ils sont dans le déni et ce n'est pas bon d'être dans le déni. On n'a aucun intérêt à être dans le déni. Mais moi, je sais pourquoi ils sont dans le déni. Ce qu'ils avaient prévu, vous avez lu comme moi, parce que vous êtes journaliste et ces choses-là vous intéressent au premier chef. Vous avez lu comme moi le réquisitoire contre Mme Madougou. Vous l'avez lu. Bon. Ce qu'on lui a reproché à Mme Madougou est grave. Je n'ai pas lu le réquisitoire contre Joël Amon. Ce qu'on lui reproche de vouloir faire, d'avoir voulu faire, est grave. Mettre le pays à feu et à sang. C'est ce que dit le réquisitoire. Et le procureur de la République n'a pas pu mentir. Et donc, je crois que Komi Kouché était de ceux-là qui, pour revenir en force et en gloire, étaient prêts à mettre le pays à feu et à sang. Cela ne s'est pas passé. Et je crois qu'ils en ont le cœur gros, que lui au moins en a le cœur gros. Alors il en a le cœur gros. Il est un homme heureux aujourd'hui, là où il est. Je ne sais pas s'il est allé à Paris, pour ceux qui se déplacent, mais l'exil n'est pas une vie. Alors qu'il change de discours, qu'il change de philosophie et qu'il nous revienne. Il est jeune, il est jeune. Les gens comme moi sont sur le départ par la force des choses et de l'âge.
Le pays vous appartient, lui appartient. Qu'il revienne et qu'il mette de l'eau dans son opposition, dans son radicalisme, dans sa radicalité. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Mais parmi ces critiques, M. Gbenyonvi, il y a néanmoins une préoccupation que beaucoup de Béninois partagent. Il s'agit de l'issue des échanges du 22 septembre avec M. Yahi Boni et le chef de l'État. Yahi Boni qui avait demandé, par exemple, la libération des opposants qui sont en prison, le retour également de ces opposants qui sont à l'extérieur. Depuis ces discussions, eh bien, on n'a pas eu d'issue, même si juste au lendemain, quelques personnes qui étaient en prison ont quand même eu leur liberté. Le président Boni Yahi serait allé demander au président Patrice Talon donc la libération de ceux qui sont en prison et le retour de ceux qui sont en exil. Vous savez, madame, que l'exil, c'est toujours un acte volontaire. Il n'y a aucune loi de la République, disons que avant Jésus-Christ, on pouvait assigner les gens à l'exil. Le peuple juif est allé en exil plus d'une fois. Quand vous avez perdu la guerre, allez. Le roi d'Abomey, il prenait des gens en exil. Il fait la guerre contre Kétou, et puis Kétou perd, ou bien c'est Dassa qui perd, et bien mais certaines femmes de Dassa, les vaudous de Dassa, les pratiquants du phare de Dassa, allez, on les amène à Abomey pour aider le roi. C'était une espèce d'exil. Maintenant, c'est fini. C'est fini depuis longtemps. Maintenant, si vous n'êtes pas content de ce qui se passe chez vous, et que vous en avez les moyens, vous partez. Et il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, je crois, qui vous protège, qui protège les exilés. Il est parti de chez lui parce qu'il se sent menacé. Moi aussi, je me suis senti menacé. Quand je dis menacé, j'exagère. Des étudiants, des petits professeurs qui n'étaient pas contents du marxisme-léninisme, de la pensée unique, et qui se disaient, attention, si nous continuons à lire tous les livres qui nous tombent sous la main et qui sont anti-révolutionnaires, si nous continuons à tenir ce petit discours, ils vont nous mettre la main dessus. Et vos camarades, vos petits camarades PCD, le Parti communiste du Dahomey, des types héroïques, mais vous voyez ce qui leur est arrivé à Sengmana. Vous n'avez jamais vu le dos de Maître Baparapé? Il vaut mieux que vous ne voyez pas son dos. C'était la torture. Et bien d'ailleurs, mes petits copains et moi, nous avons pris nos claques et nous sommes partis. Côte d'Ivoire, Canada, Allemagne, Gabon, etc. Et puis nous sommes revenus. Personne ne nous voulait du mal. C'est nous qui voulions du mal à la pensée unique. Nous sommes revenus tranquillement, sans rien dire à personne. Si moi je n'étais pas revenu, vous n'aurez pas fait ma connaissance. Certains sont restés. Donc l'exil est un choix. Si vous voulez revenir dans le pays, soit vous nous demandez l'avis de personne, vous revenez, mais vous ne pouvez pas revenir sans prendre l'avis de quelqu'un si vous êtes parti en fuyant, parce qu'on vous reproche quelque chose et que vous ne voulez pas rendre compte. Et c'est ça leur problème. Et donc, il faut qu'ils rendent compte. Et ça, les réseaux sociaux ont eu raison, pour une fois, d'entrer en colère. Et mon ami de Bordeaux, béninois, a eu raison d'entrer en colère en disant, mais est-ce qu'il a expié son péché, Lionel Zichou? Oui, en fouillant bien, il a expié son péché. Il faut que ces gens-là commencent quelque part à expier leur péché, ceux qui sont en exil. Donc vous êtes en train de dire que leur retour dépend d'eux-mêmes? Oui, j'ai commencé à vous dire, même avant que vous nous posiez la question, que la balle est dans leur camp. La balle est dans leur camp. Ils ne peuvent pas revenir comme ça, bras ballants, valises. Non, ils sont partis en exil. Quand nous, on est partis, nous sommes partis en silence, on n'a rien dit à personne. Quelqu'un ne savait pas qu'on partait. Et ils ne nous reprochaient rien. Nous avions peur qu'on nous jette en prison pour délit d'opinion. Ces étudiants, ils sont barbares. On a déjà jeté des membres du PCD, Parti communiste du Dahomey, en prison. Ça risquait de nous arriver. Nous, on était réservés. Mais nous sommes revenus. On ne nous reprochait rien. Nous n'avions aucun contentieux avec la justice. Eux, ils ont un contentieux avec la justice. Mais comment peuvent-ils revenir comme ça parce que le président Boni Yahi est allé supplier le chef de l'État pour qu'il revienne? Non, ce n'est pas possible. Le peuple ne supportera pas ça. Et quand je dis le peuple,
permettez-moi de revenir là-dessus, mes chroniques reviennent souvent à ma prisonnière emblématique, que je n'ai jamais vue, mais dont me parlait à chaque visite que je lui rendais le ministre Moudjahidou à la prison de Ouida. Parce que lui, il a connu la prison de l'intérieur et il n'arrêtait pas de prendre cette femme, cette jeune dame en pitié. Qu'est-ce qu'on a reproché à la jeune dame? D'avoir volé un panier de tomates au marché passé. Je connais le marché passé à Ouida. Je sais quel désordre règne sur ce marché, comme sur tous nos marchés. Vous croyez que c'est là, que ceci s'achète? Non, vous dites maintenant c'est là. Alors comment on a pu démontrer que cette femme, elle-même vendeuse de tomates, a pu voler le panier de tomates qu'on n'a pas retrouvé? Et bien cette femme a passé 6 mois en prison. Et je pense qu'une jeune dame qui passe 6 mois en prison, sa vie peut être cassée une fois pour toutes. Mais au nom de quoi cette femme, qui s'est vue reprocher le vol, démontré ou pas, d'un panier de tomates, va faire 6 mois de prison, au nom de quoi on laisserait celui qui a dirigé Cotonou pendant des années, au nom de quoi on laisserait celui qui a dirigé nos finances pendant des années, au nom de quoi on les laisserait partir et revenir comme ça, sans rendre compte. C'est une grave injustice par rapport à ma prisonnière emblématique, 6 mois de prison pour avoir volé, entre guillemets, un panier de tomates. Est-ce qu'elle a été bien défendue par je ne sais quel avocat? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne l'aurais pas jeté en prison pour 6 mois, je lui aurais trouvé un sursis. Parce que 6 mois en prison, quand on est une jeune dame, c'est une vie peut-être cassée pour toujours. Et donc, il faut qu'ils rendent compte, c'est des responsables. Ils sont plus responsables que ma prisonnière emblématique, plus responsables, parce qu'on leur a confié quand même de grandes choses dans ce pays. Il faut qu'ils commencent au moins à vouloir rendre compte, et le chef de l'État dira, le chef de l'État, il est le président par ailleurs de la haute magistrature, il faut qu'il prenne conseil. Il ne décide pas comme ça, il y a des gens autour de lui, mais voilà ce qu'ils ont fait, voilà leur lettre. Ils disent que, ils disent ci, ils disent ça. Est-ce que sur la base de cette lettre-là, vue par un avocat, un notaire en France, ce n'est pas n'importe quoi? Est-ce qu'on peut les laisser rentrer pour qu'ils commencent déjà à aller au commissariat de police? Bon, nous sommes là, on aimerait bien que, d'accord, vous êtes là, bon, asseyez-vous, vous savez ça, et ça fait très longtemps que je fais une mise en scène. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. J'ai besoin de vous dire, et j'ai besoin de les convaincre que la balle est dans leur camp, et que ce n'est pas en tenant des propos à la Komi Koutié qu'ils vont revenir. Et parlons de cette décrispation de la tension politique. Il y a certaines analyses qui estiment que la vraie ou la bonne volonté serait peut-être beaucoup plus affichée si toute l'opposition, c'est-à-dire toute la classe de l'opposition, participait réellement à ces législatives qui pointent là. Est-ce que vous partagez cette opinion ou ce qui est fait déjà montre insuffisance, témoigne insuffisance de la bonne intention? C'est vous qui parlez d'opposition radicale. L'opposition radicale ne participera pas aux élections législatives qui pointent leur nez à l'horizon. Pourquoi? Parce qu'elle est radicale. Et participer à ces élections, c'est apporter une caution au régime de la rupture. Ils ne veulent pas du régime de la rupture. Ils veulent, bon. Mais n'est-ce pas le moment peut-être d'afficher leurs arguments, de montrer leurs arguments pour pouvoir avoir un début de pouvoir également au Parlement? N'est-ce pas, le moment n'est-il pas propice? Mais vous pensez à qui? Vous pensez à Komi Koutié, candidat? Non, pas forcément, ils ne sont pas au pays, mais les partis politiques qui sont actuellement oui, mais parce qu'il y a des opposants radicaux au Bénin, sur le sol béninois. Bon, s'il y en a, il faut qu'ils aillent aux élections. C'est toujours possible. Je disais, je ne sais pas à quel... Mais oui, mais il y a plein de partis dans le pays, il n'y en a pas que 2. Il y en a 2 au Parlement qui soutiennent le chef de l'État. C'est l'ouverture du jeu qu'ils ont tout le temps reproché. Oui. Et là, nous sommes à la veille d'une autre échéance majeure.
je pense que, et là, je suis de l'avis du chef de l'État, les États-Unis avec, je ne sais combien, une dizaine de millions d'habitants, ont deux partis politiques, le pays marche. La Grande-Bretagne, en grosso modo, deux partis, les conservateurs et puis les progressistes et les conservateurs qui sont au pouvoir en ce moment. Le pays marche. Le Bénin, avec plus de 250 partis, le pays ne marchait pas. Le pays était détruit par les partis. Si moi, aujourd'hui, je veux faire de la politique, il serait temps, hein. Si je veux devenir député de Ouida, eh bien, j'ai deux options. Même si ces deux options se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Soit je vais au BR, soit je vais à l'UP. Je m'inscris. Et s'il n'y a pas d'opposition au sein de l'UP, s'il n'y a pas d'opposition au sein du BR, ben je peux commencer à susciter l'opposition là, à dire mais non, pourquoi nous sommes tous toujours à parler comme le chef de l'État? Il faut une opposition pour que le pays marche. Mais cette opposition peut se faire au sein de ces deux partis-là. Mais moi, je ne veux plus pour mon pays, le Bénin. 282 partis, il paraît. 282 partis. Non, trop, c'était trop. Trop, c'était trop. Deux. Et au sein de ces deux grands partis, ben, nous allons susciter l'opposition. S'il faut vraiment se contredire au sein du même parti pour que le pays avance, ben on se contredira au sein de ce parti. Telle loi, nous n'en voulons pas, ou telle loi, il faut qu'on la prenne. Le Bénin vit sans loi, parce que les députés ne font pas leur travail. Ils étaient 280. Ils faisaient quoi? Pas 280 députés. Oui, ils étaient 280 partis. Bon, alors, ils déléguaient des gens au Parlement, 83, et ces 83 étaient chargés de vider les caisses de l'État pour pouvoir leur donner à manger. Résultat, vous n'avez pas posé la question, mais c'est un entretien. Partout où je passe, il n'y a pas d'argent dans le pays, il n'y a pas d'argent dans le pays. Je dis, ah bon? Aucun fonctionnaire de l'État ou des institutions privées, depuis 2016, n'a été en manque de son salaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avant, l'argent circulait, et qu'aujourd'hui, l'argent ne circule plus? À force de réfléchir, je comprends. L'argent qui circulait à l'époque, c'est ça, les 280 partis, ils avaient chacun 20 ou 3 ou 4 maîtresses qu'ils devaient entretenir. Alors, si vous voulez revenir pour être député, il faut nous donner de l'argent. Cet argent ne circule plus, ou plutôt, je le vois circuler dans les rues de Cotonou, où je ne me reconnais plus. J'ai vécu 20 ans à Cotonou, mais je ne peux plus circuler parce que il n'y avait pas de goudron là. Et c'est la plage, ça, qui est propre comme ça, une place. Il y a de l'argent maintenant qui circule dans le pays. Je vais vous parler encore de Ouida, ne me giflez pas. Des amis viennent de Bordeaux, justement, parce qu'ils ont, au bord de la mer, une maison où ils viennent s'entraîner, parce que ils me disent, professeur, nous sommes là, tu viens nous voir? Oui, je dis, je viens forcément, je ne vais pas vous obliger 20, 30 à aller me voir, ce serait me faire trop d'honneur. Et ça faisait longtemps que je ne m'étais plus rendu à la plage de Ouida, parce que le chemin pour y aller, je ne le connaissais plus. Et comme je n'ai pas à y vivre, je demande le chemin, et j'arrive. C'est comme s'il avait eu la guerre. Il n'y a plus rien sur place. Mais c'est ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non. Ben, le président a un plan pour la plage de Ouida. Parce qu'il a dit que là où se trouve l'argent, lui, sort. Et que Ouida, là, ce sera un centre. Je dis, mais enfin. Il a tout cassé comme ça. Enfin, il a tout cassé. On pense que c'est lui. Et voilà là où passe l'argent. Voilà là où passe l'argent. Et c'est heureux. Les gens viendront, nous parlons des objets qui sont revenus. Ça va attirer beaucoup de touristes. Parce que les gens, les Béninois n'allaient pas à Abomey. Enfin, les Béninois, ceux des collines du Nord. Abomey, ça ne les concerne pas. C'est leur sang qui est là, c'est leur tête qui est là. Les gens viendront. Ils viendront beaucoup. Les Européens s'ennuient. Les Américains s'ennuient. Et ils ont beaucoup d'argent à investir dans des loisirs sains.
qui ne seront pas toujours sains. Il y a des touristes sexuels. Bon, j'allais dire en bon fond, des Minagaya. Vous ne pouvez pas prendre le meilleur et refuser le pire. On prendra tout. Je ne veux pas de 280 partis. Et vous ne pensez pas qu'il faudra que tout le monde aille maintenant aux élections pour que tout le on parle monde, plus... Tout le monde qui veut. Je viens de vous dire, si à mon âge, je veux devenir député, bon, tout ce qu'il y a à faire, je ne sais pas si je pourrais le faire, il faut avoir des représentants un peu partout, il faut être... bon, ça je ne sais pas si je vais me mettre en route pour faire ça. D'accord? Mais ce que je sais, et que je vous ai dit, c'est qu'il y a maintenant 2 partis, et que c'est largement suffisant. Il n'y a pas de parti Au Parlement. D'accord. Il y en a 2, c'est largement suffisant. Au Parlement américain, comme on appelle ça, à la Chambre des représentants, il y a 2 partis. À la Chambre des... Non, mais on n'est pas obligé de faire comme les autres pays, non? On est obligé de faire comme ceux qui réussissent. On est obligé de faire comme ceux qui réussissent. On est obligé d'imiter ceux qui réussissent. Le bien ne vous intéresse pas au Bénin. 2 partis, ça va. Je n'ai pas dit 1. Donc vous êtes indifférent aux critiques qui sont faites à ces 2 partis qui sont à l'Assemblée. N'est-ce pas le moment... Oui, mais je viens de vous dire qu'on peut créer la contradiction au sein des 2 partis. Les démocrates ne s'entendent... Est-ce que les groupes se mangent entre eux? Madame, les démocrates ne s'entendent pas toujours entre eux aux États-Unis et le pauvre Biden a déjà connu une loi qui n'a pas réussi à faire passer parce que ses petits camarades démocrates ont dit non. Ah non, 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 cette loi-là, on va se mettre avec les républicains pour que ça ne passe pas. Barack Obama n'avait pas toujours beaucoup de chance, toutes les chances avec ses petits camarades démocrates. Donc, à l'intérieur d'un parti, on peut créer j'allais dire la dissension. On le voit aux États-Unis, ce n'est pas une vraie dissension. C'est pour que le pays marche et on dit à Biden, nous t'aimons bien, tu es le président des États-Unis, tu es démocrate comme nous, mais cette loi, nous la ferons échouer, elle ne passera pas. Alors, il retire son texte, parce que si son propre parti vote contre son texte, ce n'est pas bon. Il retire. Et il s'en va corriger en attendant d'obtenir le consensus de son parti. Parce que si tu n'as pas le consensus de ton parti à la Chambre des représentants, les autres qui sont dans l'opposition, les républicains, ils auront la dent dure contre toi. Ah bon, mais tes propres gens sont contre et puis tu veux que nous, on t'aide. Voilà, c'est possible. Au Bénin aussi, où nous sommes très intelligents et pareils. Donc il faut imiter ceux qui réussissent. D'accord, mais est-ce qu'on a cet esprit-là? C'est peut-être... Il faut l'avoir maintenant. On a commencé à l'avoir. Talon a reçu Zissou. Soglou est allé voir Talon à la présidence, après que Talon est allé le voir à la maison. Et on commence à avoir cet esprit. Ça ne veut pas dire que ça y est, toutes les dissensions sont effacées et que maintenant... Mais il y a quand même l'intention qui est affichée. Oui, il y a un début de... Je ne vous le fais pas dire. L'intention est affichée. Ça se voit qu'ils veulent aller quelque part ensemble et pas en rang dispersé. Voilà. Alors, Monsieur Guéonvi, on va aborder à présent cette difficulté que traverse notre pays. Vous le savez, il y a des terroristes qui sont dans le nord du Bénin et commettent des attaques. Une dizaine de citoyens ont trouvé la mort dans les dernières attaques du parc W. Le gouvernement a sorti, on va dire, la grande artillerie pour maîtriser la proportion du phénomène. Les mesures, vous, personnellement, vous ont-elles convaincu? Je ne les ai pas encore vues, les mesures. Elles ont quand même été prises et annoncées. Oui. Prises et annoncées. Est-ce qu'elles sont déjà effectives? De toute façon, elles le seront. Les mesures le seront et de toute façon, l'histoire est pour nous. Ces djihadistes, ces terroristes viennent, la plupart du Burkina Faso, avec qui nous avons une frontière commune. Si ce n'était pas de Burkina, ils viendraient du Niger. Parce que de ce point de vue, nous sommes mal entourés. Et ce qui s'est passé au parc W, j'espère qu'on s'y attendait et qu'on s'est préparé. Mais vous avez dit djihadistes, vous avez dit terroristes. C'est comme la guérilla. Ce n'est pas la guerre classique. Ces gens-là s'infiltrent partout, s'habillent comme les gens de la place, vont à la mosquée comme les gens de la place, et au moment où on s'y attend le moins,
au moment où vous avez maîtrisé la situation à gauche, parce que c'est de là que venait le danger, mais eux, ils passent par la droite et vous attaquent. Ça ne durera pas longtemps. C'est dommage. C'est dommage qu'il y ait déjà eu tant de morts d'un seul coup, mais j'ai la conviction que ça ne durera pas longtemps, parce qu'au Burkina Faso, comme au Mali, il se passe des choses intéressantes. Parce que l'Afrique est en train de découvrir que sa sécurité, c'est elle. Ce n'est pas un autre qui va assurer sa sécurité. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Nous ne parlons pas du Mali, nous parlons du djihadisme. Mais est-ce qu'on peut parler du djihadisme sans parler du Mali? Est-ce que les djihadistes maliens ne sont pas les mêmes que les djihadistes burkinabés? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes qui, de temps en temps, viennent nous voir parce qu'ils bougent facilement Nous sommes en train de découvrir que notre sécurité, c'est nous-mêmes. La France, à qui le Mali a fait appel, c'est Ibrahim Baba Keïta, le président, qui a appelé François Hollande au secours. Et François Hollande a initié l'opération Serval, mais qui a été applaudie à l'unanimité par les Maliens. Tu nous as sauvés. Sinon, les djihadistes prenaient Bamako, et si les djihadistes s'installent à Bamako, c'était terminé. L'opération Serval s'est prolongée en opération Barkhane. Et Barkhane n'en finissait pas de finir. Et le Mali devenait pratiquement un pays d'occupation pour la France. Les Maliens, quelque part, ont commencé à en avoir marre, si vous me passez l'expression, et a décidé de prendre, quel qu'il soit, quelque difficile qu'elle soit leur situation, en main. J'ai entendu un officiel de l'actuelle transition dire 95%, ça je l'ai entendu dire, 95% de ceux qui nous attaquent sont des Maliens. Nous n'allons pas déclarer la guerre aux Maliens. Nous allons discuter. J'ai trouvé ça formidable. Contre les 5%, nous allons déclarer la guerre, ils ne sont pas Maliens, mais 95% de ceux qui nous attaquent sont des Maliens. Nous n'allons pas déclarer la guerre aux Maliens, nous allons discuter. Ça, c'est beau. C'est ce que j'appelle le nouvel esprit. Parce que assurer notre sécurité, ce n'est pas nécessairement faire la guerre, mais c'est aller discuter avec les nôtres, mais qui ont pris les armes contre nous. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous savons qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais qu'est-ce qui vous permet de prendre les armes contre votre pays? Assoyons-nous. Le chef de l'État, c'est un Malien comme vous, comme nous. Vous estimez que... Non, mais enfin, nous vous écoutons vos doléances. On ne peut pas résoudre tous les problèmes d'un seul coup. Il n'y a que les imbéciles, passez-moi le terme, qui pensent que tous les problèmes peuvent être résolus d'un seul coup. Non, il faut une feuille de route. Ah bon, nous ne savions pas que vous aviez ça à nous reprocher. Nous ne savions pas que nous avons pris bonne note. Maintenant, il nous faut une feuille de route. Nous ne pouvons pas nous corriger du jour au lendemain. Nous ne pouvons pas corriger tous les défauts que vous nous reprochez du jour au lendemain. Maintenant, de grâce, laissez les armes se reposer. Les armes ne sont pas faites pour que des Maliens tuent des Maliens. Nous allons nous mettre en route vers, disons, la solution des problèmes. C'est ça que nous devons tous faire en Afrique. Il n'est pas normal que des Béninois disent « Ah, bon, ben, ça ne va pas, c'est la dictature. Eh bien, nous allons faire ci, nous allons faire ça. » Qu'est-ce qu'on n'a pas découvert pendant quelques mois au Bénin? Des voitures remplies d'armes. Contre qui? Remplies de cartouches, de douilles. Contre qui? Contre moi? Oui, par exemple. Pourquoi pas? Encore que je n'ai rien fait. Non, non, je crois que l'Afrique est en train de se prendre en main et qu'au sein de cette Afrique qui se prend en main, il y a le Bénin. Et vous pensez, vous êtes de ceux-là qui pensent que peut-être le gouvernement ne devait pas également recourir à la force Barkhane, puisqu'ils vous souviennent, le communiqué de l'état-major français disait que c'est la force Barkhane qui a pu maîtriser les djihadistes qui ont attaqué le parc W. Il se susurre peut-être déjà par rapport à ce communiqué-là qu'il se pourrait que le gouvernement fasse appel à cette force. Donc vous êtes de ceux-là qui estiment qu'il ne faudrait pas en arriver à appeler la force Barkhane. Lorsque vous êtes en difficulté, en grande difficulté,
vous fermez les yeux sur les inimitiés qu'il y a entre vous, X et Y. X et Y ont même le devoir de vous venir en aide pour vous tirer d'ennui. Nous sommes en difficulté au parc W. N'importe qui, je dis bien n'importe qui, notre pire ennemi politique, peut intervenir pour nous aider. Cela ne veut pas dire que nous devenons des amis politiques, mais cela veut dire que trop, c'est trop. Pourquoi ils vont tuer les Béninois? Qu'est-ce que les Béninois leur ont fait? Et donc la force Barkhane, une partie de la force Barkhane, peut venir aider le Bénin à se débarrasser des djihadistes, avec ou sans guillemets, au parc W. Ce que je dis, et sur lequel j'insiste, c'est que la force Barkhane était devenue et était perçue de plus en plus par les Maliens comme une force d'occupation. Je viens vous aider à vous débarrasser du voleur, mais je ne vais quand même pas m'installer à la place du voleur. Je deviens voleur moi-même. Alors, après vous avoir aidé à vous débarrasser du voleur, ben, je me débarrasse moi-même de vous. Vous me remerciez pour le service rendu. Et nous prenons des mesures pour que ces voleurs ne reviennent plus jamais. Parce que ce qui m'est arrivé dans ma maison, où les voleurs sont entrés, peut vous arriver à vous, mon voisin de là-bas, qui m'insultiez tous les jours. On prend des mesures pour que les voleurs n'entrent même plus dans le quartier. Mais nous conservons, j'allais dire, nos différences politiques, nos différences religieuses, etc., nos différences sociales. Mais dans le malheur, il faut qu'on se serre les coudes. Je crois que c'est ça que fera le chef de l'État. Bon, s'il faut appeler des Suisses, ou s'il faut appeler des Américains pour qu'ils viennent nous débarrasser des djihadistes au parc W, il le fera, à condition que ces Suisses, ces djihadistes, pardon, ces Américains, mais ne s'installent pas définitivement comme s'ils étaient là, chez eux. Voilà. Nous allons terminer cet entretien, M. Béonvi, sur cette situation sociale des Béninois. On va parler donc de la cherté de la vie pour conclure cet entretien. Nous avons vu des syndicalistes à la Bourse du Travail lors d'un meeting il y a de cela une semaine, et le vendredi dernier également, c'était le tour de la CSTB. N'est-ce pas la preuve qu'il y a réellement un problème auquel il faut vraiment réfléchir? Lorsque j'ai été ministre de Bouni-Yahi, la question se posait déjà au premier mandat. Et le président Bouni-Yahi a envoyé tous ses ministres, y compris Guillaume, qui n'est pas économiste pour un sou, aller parler de la cherté de la vie aux gens et des mesures prises par le gouvernement pour qu'il n'y ait plus de cherté de la vie, pour que les choses reviennent à peu près à la normale. Je ne me souviens pas de toutes les mesures qui ont été prises. Je ne me souviens pas de tout ce que je suis allé raconter avec un autre ministre aux gens à Cotonou et à Ouida pour vous dire non. Le gouvernement est à l'heure. Parce que quand un tel problème se pose dans n'importe quel pays, tout le monde se tourne vers le gouvernement. Tout le monde se tourne vers l'État. C'est à l'État qu'il revient de résoudre les problèmes qui se posent. Mais ce que tout le monde oublie, et que moi je sais, grâce à l'âge, c'est que la cherté de la vie fait partie, hélas, de la vie. Et que nous n'éprouvons rien ou pas grand-chose. Lorsque je suis né, il y a bientôt 76 ans, je ne connaissais pas grand-chose, il y a 70 ans donc, tout ce que j'achetais à 1 franc CFA, vous m'entendez bien, madame? Tout ce que j'achetais à 1 franc CFA coûte aujourd'hui 25 francs CFA. Mais personne n'a vu venir. En tout cas, pas vous. Parce que quand vous êtes arrivé, ça coûtait déjà 25 francs. Ah, c'est moi qui vous raconte que ça coûtait 1 franc. Ma maman à Ouida, avec 100 francs CFA, c'était énormément d'argent, faisait manger toute la famille, pâtes et sauce et pâtes, pendant une semaine. Pendant une semaine. Bon. Alors la cherté de la vie aidant ou n'aidant pas, vous prenez 5 000 francs aujourd'hui, là où ma maman prenait 100 francs, je ne suis pas sûr que vous fassiez manger pendant une semaine votre famille. C'est ça la cherté de la vie. Les économistes vous expliqueront. Je ne sais pas pourquoi. Les prix flambent de 50 francs, on passe à 75 francs, et lorsqu'on revient
à 60 francs, on dit, ah, le coût de la vie a baissé. Maintenant, le coût de la vie n'a pas baissé. Vous étiez à 50 francs. Vous êtes passé à 75. L'État a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que de 75, vous passiez à 60. Donc vous étiez à 50. Et un jour, vous vous retrouvez à 75. Mais on vous donne le temps. On vous donne le temps. Parce qu'il doit y avoir des lois de l'économie qui veulent ça. On vous donne le temps, oui, de passer de 50 à 60. Et puis de 60, vous vous retrouvez à 75. Un jour, j'ai fait tout le bruit que je pouvais à Ouida. Je payais 10 000 francs par an pour ma maison. Ils me mettent 30 000. Je dis, mais vous êtes fous. Vous me passez du simple au triple. Vous me faites passer du simple au triple. En fait, ma maison valait ça. Mais c'est eux-mêmes qui l'avaient sous-évalué. Et moi, ça m'arrangeait bien de payer 10 000 francs. Et non pas 30 000. Bon, maintenant, ils l'ont mis à 30 000. Si un jour, ils me disent que c'est 100 000, je les traiterai de fous. Mais je devais payer les 100 000 pour pouvoir continuer à vivre. Donc, on doit subir, si je dois vous résumer, est-ce cela? Non, on ne subit pas, on fait avec. C'est pratiquement la même chose, professeur. Si vous avez une voiture, ce qui est mon cas, bon, je suis en train de réfléchir. J'avais fini par me convertir à l'essence au bord de la voie. Mais si l'essence au bord de la voie coûte 550 le litre, et que à la pompe, c'est toujours 535 ou 540 ou 550, bon, je préfère finalement m'arrêter à la pompe. On fait avec. Parce que les gens là ne baisseront pas. Le coût de la vie, bon, les syndicalistes qui marchent, c'est une très bonne chose. Il ne faut pas que le gouvernement dorme sur ses lauriers, s'il en a. Ah, attention, parce que eux, ils ne constatent peut-être pas que le coût de la vie a monté. Je fais peut-être partie de ceux qui, n'ayant plus de grandes dépenses à faire, ne le constatent pas. Quand les gens disent, ah oui, le maïs est à tel prix, je dis, bon, non, je ne tombe pas des nues, je ne comprends pas ce qu'ils disent, parce que je ne me suis jamais posé la question de savoir combien coûte le maïs. Alors quand ils ont l'air de dire que le maïs a quintuplé de prix, je les comprends. Ah, où est-ce qu'ils vont trouver tout cet argent pour manger la pâte, rien que la pâte, une fois par jour? Donc il y a un problème. Le gouvernement va le résoudre, mais il ne faut pas qu'on fasse de l'angélisme. La cherté de la vie, ça fait partie de la vie. Vous allez appeler un économiste qui va vous expliquer les lois de l'économie, lesquelles lois font que, bon an, mal an, pour telle ou telle raison, les prix augmentent et ne baissent plus. Parce que vous allez avoir l'impression que les prix ont baissé. Mais ce n'est qu'une impression. De 75 francs, de 50 francs, vous êtes monté à 75. Ah non, ce n'est pas possible. Les prix redescendent à 60 francs. Et vous avez l'impression que les prix ont baissé. Non, ils n'ont pas baissé. Et parmi les pistes de solutions pour régler ce problème de cherté de la vie, beaucoup proposent le retour de l'ONASA. Est-ce que l'ONASA a fait de mal ou de bien pour que le gouvernement prononce sa suspension? Vous savez, il y avait des institutions comme, vous avez dit l'ONASA, ce n'est pas lui qui s'occupait du coton. Non. L'institution qui s'occupait du coton, c'est laquelle? Bon, j'oublie son nom. Il y avait de ces institutions économico-sociales qui, en fait, et je vais employer exprès le mot que je n'aime pas et qui n'est pas télégénique, qui, en fait, ne foutaient rien, qui prenaient beaucoup d'argent dans leur poche, et c'était tout. L'institution qui s'occupait du coton et que la rupture a supprimé. J'ai connu l'un des directeurs de cette institution. Je ne donnerai pas plus de précision, qui envoyait 50 millions de francs CFA par semaine à sa nièce en France pour que ce soit placé sur son compte. C'était son salaire ou le coton qu'il exploitait pour son compte personnel au lieu de l'exploiter pour le compte du Bénin. C'est mon ami, hein, par ailleurs. Je le connais très personnellement, mais il ne sait pas que je suis au courant de ce détail. Enfin, un détail. 50 millions par semaine que sa nièce lui versait sur un compte. Évidemment, il pouvait se payer tout ce qu'il voulait. Toutes les maisons, excusez-moi, toutes les femmes, etc., etc. Bon, le gouvernement de la rupture a eu des raisons de supprimer ceci, de supprimer cela.
Bon, s'il y en a qui pensent que le MASA, revenant, nous aidera, s'ils en ont la preuve, qu'ils aillent en faire la démonstration au palais de la présidence ou au ministère de l'économie, pour que le coût de la vie baisse. Le coût de la vie baissera, mais ne reviendra pas. Par contre, que le gouvernement interdise ou taxe sérieusement le maïs que nous envoyons au Nigeria, c'est déjà une bonne mesure, mais est-ce que ça va être suffisant? Parce que les gens veulent de l'argent liquide. Ce qu'ils veulent en faire, je ne sais pas. Alors ils préfèrent payer peut-être la taxe exigée par le gouvernement et aller vendre leur maïs très cher à Abuja, au Nigeria, pour avoir beaucoup d'argent. Bon, avoir beaucoup d'argent et ne pas pouvoir s'acheter à manger au Bénin, parce que ça coûte cher, c'est un peu la quadrature du cercle. Mais là, c'est les individus qu'il faut éduquer. Et le gouvernement est aussi en charge de nous éduquer. Et c'est une charge très très difficile que d'éduquer les personnes. Je suis éducateur par profession. Je sais que ce n'est pas facile. Merci à vous, professeur Roger Gbenyonvi, pour votre lecture de l'actualité de cette semaine. Merci d'avoir répondu donc à notre invitation. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, merci également à vous de nous avoir suivis. À tout à l'heure.